Gilles Paris, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de se retrouver pour votre dernier roman, Le Vertige des falaises, disponible aux éditions Plomb. Comment est né ce livre? Il est né au départ d'une relecture que j'ai faite d'un roman d'Agatha Christie, qui n'est pas forcément le plus connu, qui s'appelle La Maison Biscornue, mais qui était un des préférés d'Agatha, tout simplement parce que le coupable est une jeune fille de 12 ans, et qu'elle n'a jamais fait ça dans aucun autre de ses livres. Ça n'a rien à voir avec le mien, je précise, mais il y avait une atmosphère dans ce roman très particulière que j'ai aimé. C'est un roman que j'ai lu plusieurs fois. Il y a un grand-père qui s'appelle Aristide, comme dans le roman. Il est question de digitaline, comme dans le roman à un moment donné. Et puis ce que j'aime bien dans les romans d'Agatha Christie, c'est quand on les relit, on se rend compte qu'elle sème toujours des indices tout au long de l'histoire qu'on n'a pas forcément repérés dans la première lecture. Et je trouve ça amusant, et La Maison Biscornue m'a amené à étudier des maisons différentes et m'a amené en fait à des vieilles revues d'architecture des années 60 qui évoquaient ces fameuses maisons en verre et en acier, qui est un des personnages principaux du roman. Sur les indices disséminés le long du roman, c'est un peu comme ça chez vous aussi pour celui-là? Oui, tout à fait, absolument. Ce serait presque un roman qu'il faudrait relire une fois l'avoir lu pour comprendre en effet toutes les pistes que je proposais discrètement dans le livre. Alors c'est un roman à plusieurs voix, elles sont toutes féminines. C'est un roman à plusieurs voix, elles sont pour la plupart toutes féminines, je dirais. J'avais envie d'une histoire particulièrement romanesque, et je me voyais mal créer une histoire romanesque sans femme. Et comme je suis un garçon plutôt excessif dans la vie comme dans mes romans, eh bien je me suis rentré dans la peau et dans l'âme, en quelque sorte, d'une septuagénaire, d'une femme de 50 ans, qui est la mère de Marnie, l'héroïne du livre, d'une adolescente, donc Marnie, d'une fleuriste, d'une prostituée aussi d'ailleurs. Donc vraiment c'était une manière de fouiller les âmes et d'être plusieurs femmes à la fois. Tout en étant un auteur homme. Tout en étant un auteur homme, et alors que les hommes dans le roman ont plutôt un rôle déchu, et que les femmes ont cette résilience que les hommes n'arrivent pas à avoir. C'est souvent comme ça dans la vie. Donc c'est une photographie quand même de la vie. C'est une photographie un peu exagérée de la vie, on dira. J'aime bien le mot exagéré. Gilles, il y a aussi cette île qui est un personnage à part entière. C'est un personnage à part entière, elle porte d'ailleurs un I majuscule, hein, comme on mettrait à une personne. C'est une île qui n'est pas située, qui pourrait être en Bretagne, qui pourrait être une île anglo-normande, qui pourrait être une île américaine. Et ne pas la citer, c'est intéressant parce que du coup on perd ses repères, on ne sait pas où on est exactement. Comme le continent avec un grand C majuscule, ça pourrait être n'importe où, en France ou à l'étranger. Mais justement, pourquoi vous ne voulez pas partir sur quelque chose qui existe? Parce que dans une histoire aussi, on va dire, puissante et forte que celle-ci, le lecteur perd ses repères, ne sachant pas où il est. Et ça renforce la partie du huis clos, ça renforce cette pression de l'histoire, au fond, finalement, et ça permet au lecteur d'avancer à tâtons dans cette histoire. Alors on avance à tâtons, et puis on ne va pas parler de la fin, mais je trouve que le dénouement est quand même, c'est une vraie promesse. Oui, et puis c'était, alors là, contrairement au roman d'Agatha Christie, parce que Agatha avait plutôt tendance à finir ses romans sur un seul chapitre, où Hercule Poirot ou autres rassemblaient toutes les personnes d'une manière assez théâtrale pour dévoiler tous les retournements insensés du roman. J'avais envie qu'en fait le dernier tiers du roman soit vraiment occupé par les révélations de la famille. Il fallait rentrer suffisamment dans l'histoire, être familier au fond finalement avec chacun des personnages, avant de se rendre compte de la vérité. Le fait que vous ayez construit votre roman avec toutes ces voix féminines et qui finalement, et même tous ces personnages secondaires, fait qu'il déroule l'histoire, c'est quand même une construction... C'est une construction très particulière, c'est ce qu'on appelle un roman choral. C'est un peu comme si vous faisiez un dîner chez vous et que vous invitiez 4 amis par exemple. Vous allez partager les mêmes mets, les mêmes boissons, vous allez respirer le même air, vous allez partager les conversations, vous
Vous allez vraiment passer une soirée ensemble dans le même lieu, au même endroit. Et pourtant, le lendemain, si vous leur demandez d'écrire un feuillet sur le dîner, vous allez avoir 4 versions différentes du dîner. Il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à être dans la tête des gens. On n'arrive pas à savoir ce que les gens pensent. Et le roman choral, c'est ça, c'est donner différentes facettes de l'histoire par des personnages qui ont leur propre comment dire, version des faits ou version de la famille, parce que cette famille Mortemer, une famille aristocratique, non pas fauchée comme la plupart des familles aristocratiques aujourd'hui, au contraire richissime grâce au grand-père architecte qui a conçu ses maisons en verre et en acier avant de fabriquer la sienne, mais une famille qui est pleine de contradictions et souvent on a le sentiment qu'on projette quelque chose de soi aux autres, quelquefois c'est vrai, quelquefois c'est faux et c'est très difficile de le définir.